Bonjour, bienvenue dans cet épisode numéro 3 consacré, épisode numéro 3 passionnant bien sûr, qui va être consacré à la directive Nice 2. Nous allons voir ici, point central, qui est concerné, qui va être désigné en qualité d'entité essentielle ou d'entité importante. Super Avocat vous souhaite donc la bienvenue dans cet épisode de numéro 3. Voilà, nous sommes avocats, RSSI, legal. Oui, nous, on ne sait pas déployer les EDR, hein, on ne sait pas faire ça et lire des fichiers logs, c'est pas notre métier. Par contre, ce qu'on sait très très bien faire, c'est d'être capable d'auditer ISO 27001 des annexes cybersécurité et nous les rédigeons ou nous les négocions pour nos clients dans tous les contrats IT. Voilà, des slides et des vidéos en BD librement consultables, car ces vidéos et ces BD sont protégées par le droit d'auteur et d'abord, ce sont la propriété intellectuelle des éditions Soleil que je remercie particulièrement pour leur autorisation aujourd'hui. Une fois de plus, d'ailleurs, tous nos propos sur les entités essentielles et importantes seront illustrés avec le fléau des dieux aux éditions Soleil. Voilà, alors on repart sur notre triptyque, le règlement DORA, le 2022/2554, le 2022/2555, c'est la directive Nice 2, et la 57, c'est la directive Critical Entities. Ne cherchez pas, ça démarre du plus spécial et ça va vers le général, mais c'est comme ça. Donc, nous avons vu dans l'épisode de Nice 2, l'épisode 1, nous avons vu pourquoi une directive, une V2, une version 2 de cette directive. Quand est-ce que ça rentre en vigueur et les sanctions, c'était notre épisode 2. Aujourd'hui, épisode 3, qui est concerné. Voilà, vous voyez ce personnage du fléau des dieux qui transpire déjà l'idée de ce qui va lui arriver. Alors, juste un point de vocabulaire, parce que bien sûr, tout a changé. Avec la directive Nice 1, on parlait d'opérateurs de services essentiels, les OSE, et de fournisseurs de services numériques, les FSR. Alors, ce qui était vraiment pratique à manipuler, les OSE, il y avait des critères qui étaient fixés par les lois nationales, tandis que les FSN, les critères étaient fixés directement par Bruxelles dans un règlement d'exécution. C'est un quasi-décret pris au niveau de Bruxelles pour que cette catégorie-là soit réglementée strictement à l'identique dans les 27 États membres. Faisons table rase du passé. Avec la directive Nice V2, nous avons les entités critiques qui nous viennent en fait de la directive résidence des entités critiques, mais vous allez voir, ça s'applique tout à fait, ça s'emboîte très très bien avec Nice 2. Et puis bien sûr, la catégorie reine des entités essentielles et celle des entités importantes. Donc vous voyez, on est toujours sur le même type de vocabulaire, critique, essentiel, important. Qui seront ces entités essentielles ou ces entités importantes? Vous allez voir, c'est juste une question de seuil, donc on retiendra surtout la notion d'entité essentielle. Ce sont des entités publiques ou privées. Alors, entité, c'est quoi? En clair, ce sont des personnes physiques ou des personnes morales, principalement, qui ont le pouvoir d'ester en justice, qui ont une reconnaissance légale. Donc, des entreprises, des administrations, des collectivités territoriales, des associations, privées ou publiques, qui fournissent leurs services ou exercent leur activité au sein de l'Union européenne. Vous ne devriez pas être trop surpris par ce critère-là. C'est ce que vous retrouvez dans tous les règlements et toutes les directives européennes, comme par exemple le RGPD ou la directive entité critique. C'est toujours la même chose. On encadre les professionnels dont le siège social est situé sur le territoire de l'UE ou qui fournissent leurs services au sein de l'Union européenne. Et la grosse nouveauté, mais vous allez voir, ça fonctionne un peu comme la directive Critical Entities, ce sont les listes des annexes 1 et 2. Vous allez voir, c'est un régal. Alors, cette liste, eh bien, cette liste des entités essentielles ou importantes, eh bien, c'est un mystère, puisque ce qu'on trouve dans le texte de la directive, c'est que les États membres, chaque État membre a l'obligation de dresser une liste de ces entités essentielles ou importantes, de l'adresser à la Commission de Bruxelles et de la tenir à jour au moins tous les 2 ans. Était prévu ouvertement. Ah non, ça c'est le. Pardon, excusez-moi, c'est compliqué de s'y retrouver. Il y a des sources d'infos un peu partout. Ça, c'était sur le site web de l'ANSSI au mois d'avril 2023.
Cette première phrase, moi, qui m'avait fait tilter, environ 600 types d'entités différentes allant de la PME au groupe du CAC 40. Alors, c'est très clair, hein, c'est pas environ 600 entités, c'est 600 types d'entités différentes, et vous allez voir ce que ça donne dans le webinaire de l'ANSSI, dans lequel on apprend beaucoup de choses. Là, vraiment, vous voulez du détail, bon, je vous l'ai résumé dans cette série de vidéos plus BD. Sinon, n'hésitez pas à aller visionner dans son intégralité, il dure 57 minutes, le webinaire de l'ANSSI du 16 mai 2023. Et qu'est-ce qu'on y apprend? Là, accrochez-vous à votre siège, c'est vraiment la révélation de l'année. Au niveau européen, je cite l'ANSSI, nous allons passer de 15 000 opérateurs de services essentiels, donc ceux qui vont devenir entités essentielles ou importantes, à, je cite, largement plus de 100 000 entités NIS V2. Donc, ce qui nous fait au moins une multiplication par 5. Et vous allez voir en France, puisque là, pareil, je cite les bribes de phrases lâchées par les intervenants de l'ANSSI très officiellement. Au niveau français, nous allons passer de 300 opérateurs de services essentiels aujourd'hui, apparemment à, je cite, plus de 10 000 entités NIS V2. Donc là, on multiplie carrément par 30 le nombre d'entités qui vont être impactées en France. Donc ça va commencer à faire un paquet d'entreprises et d'administrations. Pour que vous sachiez comment marche ce système de désignation, juste 2-3 slides de rappel à propos de la directive Nice V1, puisque ça ne va pas changer beaucoup. Donc, ce sont des arrêtés pris par le Premier ministre qui sont notifiés directement aux opérateurs concernés, de manière non publique. Voilà. C'est pas dit dans la directive Nice V1, ça n'est pas dit dans la directive Nice V2, mais très probablement, cette liste des OSE nationales sera simplement adressée par chaque État membre à Bruxelles, et je vois mal Bruxelles communiquer de manière publique dessus. Donc, on va considérer que ça restera non public. Et pour être désagréable dès le départ, vous voyez que cette reine de la nef des fous, non, elle n'est pas très surprise. Bien sûr, lorsque vous serez désigné en qualité d'entité essentielle ou importante, eh bien, les règles de sécurité seront à appliquer à vos frais et le coût des contrôles sera à la charge de l'opérateur. C'est comme ça qu'en tout cas, c'était écrit dans la loi de transposition de la directive Nice V1. Donc, n'attendez pas de subvention de l'État pour ça. Il va falloir dégager du budget. Maintenant, nous allons attaquer un moment absolument délicieux qui est l'analyse des secteurs d'activité des annexes 1 et 2. Alors, ne pensez pas que les entités essentielles, c'est l'annexe 1 et que les entités importantes, c'est l'annexe 2. Ça n'est pas comme ça que ça marche et je vais vous montrer. Voilà, en une slide, les secteurs d'activité. Alors, qui s'intitule « Secteur hautement critique », c'est l'annexe 1, et « Autres secteurs critiques ». Alors, ils ne sont pas hautement critiques, mais ils sont quand même critiques. Mais on est sur des entités qui sont essentielles ou importantes. Vous voyez donc ce chevauchement de vocabulaire, et nous avons pris soin, excusez-moi, de vous mettre en parallèle la liste également des entités critiques en application de la directive résilience des entités critiques. Oui, c'est les 2 premiers épisodes qu'on vous a proposés en vidéo plus BD. Vous voyez qu'en fait, les listes sont assez similaires. À partir du moment où vous êtes entité critique, donc directive résilience des entités critiques, vous êtes d'office considéré comme entité essentielle. Donc, vous devrez appliquer Nice V2. Et les seules exceptions seront les entités qui devront appliquer DORA. Regardez les secteurs d'activité. On va les balayer rapidement. Énergie et transport. Alors, énergie, pétrole, gaz, électricité. Transport, transport routier, transport ferroviaire, transport aérien, transport fluvial, transport maritime. Sur la partie secteur hautement critique, bancaire et infrastructure marché financier, c'est un peu compliqué à gérer puisque ça se chevauche avec le règlement DORA, donc j'insiste pas aujourd'hui. Dans les secteurs hautement critiques, par contre, là, notez 3 secteurs qui sont tout à fait indispensables, évidemment. Toute la santé, les soins, la pharmacie et compagnie, la distribution de l'eau potable et la collecte des eaux usées, les eaux résiduaires, qui est écrit comme ça dans le texte officiel.
Nous avons ensuite les infrastructures numériques. Alors, c'est un truc qui est vraiment particulier. C'est les fameux pure players qui étaient les fournisseurs de services numériques sur NIS 1. Vous verrez, il y a une liste détaillée, je vous la fais juste après. Nous avons ensuite les services gérés et les services de sécurité gérés. Alors là, c'est une nouvelle catégorie qui a été créée sous NIS 2. Je vous en reparlerai un peu plus tard. La grosse nouveauté, la grosse nouveauté sur laquelle insiste beaucoup l'ANSSI dans NIS V2, ce sont les administrations publiques. Car dans NIS V1, ça n'était que des entreprises privées. Aujourd'hui, eh bien, les administrations publiques, désignées en fonction des critères de la directive, peuvent être des entités critiques, décidément le lapsus, des entités essentielles ou des entités importantes. Voilà, là on est au point 10 de cette première liste de l'annexe 1 et il reste après le secteur hautement critique de l'espace qui se passe de commentaires, ça se comprend bien. Donc, je vous le redis, secteur hautement critique, annexe 1, ça peuvent être des entités qui sont essentielles ou importantes. Et nous avons la liste complémentaire, les autres secteurs d'activité, alors qui étaient quasiment pas prévus dans la directive entité critique. Vous voyez, là, il y en a 7 secteurs supplémentaires. Pour les services postaux et d'expédition, je pense qu'Amazon est content de savoir qu'ils vont devenir une entité NIS 2. La gestion des déchets, les produits chimiques en 3 de cette annexe 2, les denrées alimentaires, en fait, c'est tout ce qui est fabrication, distribution de produits alimentaires, c'est le point 4 de l'annexe 2, qui était dans la liste des entités critiques. Vous voyez, c'est la seule différence entre la liste des entités critiques, donc c'est la directive résilience des entités critiques, et NIS 2. C'est très compliqué de s'y retrouver, ça a été quand même conçu de manière un peu particulière. Donc c'est le point 4. Bon, ça se comprend bien, hein, c'est critique. C'est pareil, ça va être Rungis, toute l'informatique de Rungis notamment. Ensuite, on a le point 5 qui est toute la fabrication industrielle. Alors là, qui est assez détaillé, vous voyez, c'est fabrication industrielle de matériel médical, informatique, électronique, optique, électrique, automobile et NCA. Je donne ma langue au chat, je n'ai pas trouvé ce que c'était que NCA, je n'ai pas cherché beaucoup. Ensuite, en point 6 de ces autres secteurs critiques, nous avons les fournisseurs numériques. Alors, ça rejoint un peu la catégorie des infrastructures numériques, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Bref, je vous montrerai dans un instant. Et le secteur de la recherche. Voilà. Si votre entreprise, votre administration, votre association est dans un de ces 11 plus 7, 18 secteurs d'activité, eh bien, vous avez des chances de devenir entité essentielle ou entité importante. Mais ça n'est pas tout, vous vous en doutez bien. Alors là, j'étais un peu surpris, c'est une annonce de l'ANSSI, j'ai été reprendre point par point ce qui a été annoncé par l'ANSSI dans son webinaire du 16 mai. Nous aurions une catégorie des acteurs du numérique dont les mesures de sécurité ne seraient pas fixées au niveau national, mais au niveau direct de Bruxelles par un règlement d'exécution. Alors, j'étais reprendre ligne à ligne les slides de l'ANSSI. Je n'ai pas très bien compris, puisqu'il y a des entités critiques, comme par exemple les IXP, qui sont des entités critiques au sens de la directive résilience des entités critiques, donc qui devraient d'office être des entités essentielles au sens de NIS 2, qui ne seraient pas couverts par le règlement d'exécution de Bruxelles, bien que ce soit des acteurs du numérique. Et c'est le même problème pour les services de confiance qui seraient exclus donc, du règlement d'exécution de Bruxelles. Donc ça tomberait dans le giron de l'ANSSI. Là où de l'autre côté, on aurait les services gérés et les services de sécurité gérés qui, j'ai pas très bien compris ni pourquoi ni comment, seraient gérés au niveau de Bruxelles, ainsi que les places de marché en ligne, les moteurs de recherche en ligne et les plateformes de réseaux sociaux. Alors, ce sont les fameux anciens fournisseurs de services numériques de l'annexe 2 de la directive NIS 2. Oui, si vous trouvez que ce que je vous dis est incompréhensible, je vous le confirme, c'est vraiment écrit de manière particulièrement complexe. Voilà, mais ça, c'est le point de l'ANSSI. Ça devrait être régulé par Bruxelles sur les mesures de sécurité. Attendons de voir ce que ça donne. En clair, si ça devait être le cas, nous devons attendre le règlement de Bruxelles qui devrait être produit donc au plus tard avant l'entrée en vigueur de NIS 2, c'est-à-dire au plus tard au 18 octobre 2024. Soyons patients. Donc voilà, là c'est juste la slide pour les fournisseurs numériques qui étaient les anciens FSN.
On nous a sorti les services d'informatique en nuage qui sont passés dans les infrastructures numériques et on nous a remis voilà, les places de marché, moteurs de recherche, plateformes de réseaux sociaux. Je vous avais préparé une slide pour chacune de ces catégories avec une définition légale, mais ce n'est pas humain. Donc, je vous mettrai ça probablement sur le site web et je passe. Car nous n'en avons pas fini pour savoir si votre entreprise ou votre administration va être une entité essentielle ou importante. Nous avons ensuite un critère de taille. Et là, il faut remercier l'ANSSI pour son webinaire, puisqu'on va mieux comprendre que ce qui était écrit dans NIS 2. Donc, reprenons. Vous, votre entreprise, votre administration, votre association, votre entité, votre collectivité territoriale fait partie de la liste de l'annexe 1, 11 catégories, ou de l'annexe 2, 7 catégories. Maintenant, le critère de taille se réfère à une recommandation de l'UE de 2003 en clair. Soit vous êtes ce qu'on appelle une entité moyenne, ou vous dépassez les plafonds de l'entité moyenne et vous êtes d'office considéré comme une entité essentielle. Si vous êtes en dessous des plafonds que je vais vous lister dans un instant de l'entité moyenne, vous êtes entité importante. Et vous allez voir, ça a des vraies conséquences sur 2 points. 1, sur les sanctions potentielles et 2, sur les mesures de sécurité, puisque vous allez voir, je cite l'ANSSI, le régime va être aménagé, ne sera pas le même. Retenez que le critère de seuil, si vous êtes 200, votre entreprise occupe 250 salariés ou plus, vous êtes entité essentielle. Ou si votre chiffre d'affaires excède 50 millions avec un total du bilan à 43 millions, vous êtes d'office une entité essentielle. Si vous êtes entre ces 2 critères, ou que vous avez plus de 250 personnes, mais moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes une entité importante. J'ai eu un peu de mal à comprendre à la lecture du texte de la directive NIS 2 ce que j'ai retenu. Et là, le webinaire de l'ANSSI du 16 mai est tout à fait intéressant. Retenez ça de manière concrète. Si vous êtes entité essentielle, vous serez soumis à une régulation dite ex ante, c'est-à-dire qu'en clair, l'ANSSI va vous délivrer une sorte d'agrément ou en tout cas va vérifier votre conformité dès le départ. Ça, c'est lorsque vous serez entité essentielle. Lorsque vous serez entité importante, la régulation sera dite ex post, c'est-à-dire qu'il n'y aura de contrôle de la part de l'ANSSI ou d'une entité agréée par l'ANSSI pour faire les contrôles patati patata. Eh bien, en cas de connaissance d'une non-conformité, là, il y aura du contrôle a posteriori, là où il y aura a priori un contrôle, a priori aussi, pour les entités essentielles. Ça devient assez compliqué, vous allez voir, c'est pas fini. Là, c'est le tableau de l'ANSSI. Vous voyez, pareil, c'est un peu pixelisé. J'ai été faire un screenshot de la slide de l'ANSSI pendant le webinaire. Donc, je vous laisse essayer de comprendre, puisque là, tout d'un coup, l'ANSSI considère qu'on va exclure les micros et les petites entreprises, donc moins de 50 salariés, moins de 10 millions de chiffres, moins de 10 millions au bilan, voilà, non concernés, non concernés. Moi, personnellement, soit il faudrait que je relise NIS 2, soit ça sort du chapeau et c'est une interprétation nationale de la France, auquel cas, eh bien, il y a un certain nombre d'entreprises qui échapperont au dispositif NIS 2. Et retenez surtout que, à partir du critère qu'on a vu, ça, c'est tout à fait cohérent. Vous êtes entité essentielle, plus de 250 salariés, plus de 50 millions de chiffres, plus de 43 millions au bilan. Là, vous êtes entité essentielle, vous êtes sur l'annexe 1, boum. C'est sur l'annexe 2. Bon, j'ai trouvé ça curieux, entité importante, et pour les entités moyennes, ça ne pose pas de problème. Donc là, pareil, on va attendre un peu d'en savoir plus de l'ANSSI. Ça me paraît assez particulier comme interprétation, mais après tout, si l'ANSSI le dit, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Je vous ai mis là pour comprendre dans cette espèce de petit picto, mais je ne suis pas sûr en fait que ça vous aide beaucoup à comprendre, parce que vous voyez que c'est quand même un peu compliqué. Qu'est-ce qui est écrit dans NIS 2? Dans les considérants, on vous dit il faudrait trouver un équilibre entre ce qui va s'appliquer pour les entités essentielles et les entités importantes, puisqu'il y a des plafonds de chiffres, il y a des impératifs qui vont tomber. Voilà. Et retenez,
surtout cette slide, je pense qu'il va beaucoup, beaucoup vous plaire ou vous intéresser. Lorsque, et ça je cite l'ANSSI très clairement, lorsque vous serez désigné en qualité d'entité essentielle, vous aurez l'obligation d'appliquer 100% des mesures de sécurité. Là où, en comparaison, et ça va être intéressant pour ceux qui se battront pour être entité importante, les entités importantes seront soumises à un régime allégé d'obligations de sécurité. D'où la grande importance de participer au régime de co-construction auquel vous vous incite l'ANSSI. Ce sera évidemment moins sévère lorsqu'on sera en régime allégé en entité importante que quand on sera soumis à la totale en qualité d'entité essentielle. Voilà, vous croyez tout savoir et avoir tout compris, donc n'hésitez pas à revisionner cet épisode, à aller voir le webinaire de l'ANSSI, à aller lire le texte de la directive, vous allez voir, c'est gratiné. Et il nous manquait un dernier élément, les critères de seuil ou pas que les États membres doivent appliquer, puisque certaines entités ne seront pas soumises aux critères de seuil. Mais vous allez voir, c'est gratiné. La raison pour laquelle on a commencé cette série de vidéos plus BD sur toutes ces directives et ces règlements, c'est à cause de la directive entité critique. Dans la directive NIS 2, il est clairement prévu que les entités critiques, quelle que soit leur taille, devront appliquer le régime NIS V2. De ce que nous comprenons aujourd'hui de la directive entité critique et de la directive NIS 2, eh bien, les entités critiques, avec les obligations de sécurité physique, devraient devenir des entités essentielles. Donc, ne bénéficieront pas du régime allégé pour la sécurité numérique, mais devraient être considérées comme des entités toutes exclusivement essentielles. Voilà, ça ressort pour nous de l'article 2.3 de la directive NIS V2. Vous voyez donc une première exception sur la taille et donc les chiffres d'affaires de l'entreprise. Deuxième disposition, toujours dans NIS V2, on vous dit qu'un certain nombre d'opérateurs, quelle que soit leur taille, qu'ils soient annexe 1 ou annexe 2, seront d'office des entités essentielles. Nous avons les fournisseurs de tous les réseaux de communication, services de communication. Là, nous avons les prestataires de services de confiance, donc c'est tout ce qui va être les certificats de confiance, les registres des noms de domaine et les résolutions de noms de domaine classiques, et les systèmes d'enregistrement de noms de domaine. Quelle que soit leur taille, entité essentielle ou importante, en tout cas, ils seront soumis à la directive NIS V2. Le troisième tableau qui est infernal, voilà, ce sont, alors, à partir de la liste de la directive entité critique, donc qui seront d'office entités essentielles, eh bien, il y en a qui échappent donc à ce critère de taille. Je vous les ai regroupés dans cette slide, dont j'espère qu'elle est exacte, mais au bout d'un moment, je ne suis même plus sûr d'y arriver moi-même. Vous voyez, les fournisseurs de DNS, de services DNS, quelle que soit leur taille, vous êtes NIS V2, les noms de domaine premier niveau, les prestataires de confiance, et vous avez tout ce qui est réseau et services de communication électronique. Donc jusque-là, c'est à peu près cohérent. Maintenant, de là-dessus, la plupart de ces opérateurs, selon l'ANSSI, seraient régulés pour les mesures de sécurité par Bruxelles. Je n'ai pas très bien compris d'où ça sortait du chapeau, mais attendons de voir ce que ça donne. Ah, nous avons encore un critère, des fois que ce ne soit pas simple. Vous avez prévenu, épisode compliqué. Vous voyez que c'est compliqué, je sais. Vous avez également, enfin, ça doit être le dernier critère. Oui, c'est quasiment le dernier critère. La capacité de chaque État membre de désigner de manière spécifique une entité comme étant entité essentielle ou importante. Pourquoi? Par exemple, parce que cette entité serait le seul opérateur d'un service essentiel au maintien d'une activité sociétale ou économique critique, vous voyez, essentielle, critique, vitale, on en revient toujours à ces mêmes mots, quelle que soit leur taille. À ce moment-là, c'est une décision unilatérale de chaque État membre. Et vous avez, vous voyez, 5 critères potentiels qui permettent à un État membre de désigner d'office une entité comme essentielle ou importante. Par exemple, point F, une administration publique, qui est la grande nouveauté de NIS 2 sur laquelle l'ANSSI insiste beaucoup.
Voilà, je vous ai remis cette slide qu'on a vue au début de cette vidéo plus BD. Voilà, pour l'ANSSI, voilà les opérateurs dont les mesures techniques seraient régulées par un règlement d'exécution P par Bruxelles. Sous toute réserve, attendons de voir ce que ça donne. Pour finir cet épisode et que vous ayez un peu un aperçu, car s'intéresser à NIS V2 sans avoir lu Dora et sans comprendre la directive entité critique, c'est un peu illusoire. Donc juste sur ce point qui est concerné pour Dora, vous allez voir, là c'est beaucoup plus simple en comparaison. Donc dans le règlement Dora sur les entités financières, déjà il est dit une chose très claire. Si vous êtes désigné ou si vous êtes dans la liste des entités financières relevant de Dora, vous ne devriez pas avoir appliqué NIS 2. Bon, sauf une ou deux exceptions très particulières, en fait, Dora est conçu comme un règlement spécial dérogatoire de NIS V2. Donc, a priori, si vous êtes Dora, vous n'aurez pas à appliquer NIS V2. Premier point. Le deuxième point, eh bien, c'est que dans Dora, on a une liste des catégories d'entités qui sont d'office concernées par le règlement Dora. Et vous voyez bien le côté sectoriel de cette réglementation. Hein. Entité financière, bah, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Établissement de crédit, établissement de paiement, monnaie électronique, investissement, cryptoactifs, société de gestion de fonds alternatifs d'investissement, assurance, réassurance, intermédiaire d'assurance et de réassurance, institution de retraite professionnelle. Voilà. Donc, vous avez une liste qui va de A à T. Ça, ce sont les entités financières pures et dures soumises à Dora. Et vous avez, en bas de page, en tout petit, mais pourtant c'est dit très, très clairement, et ça ne s'appelle pas un détail, tous les prestataires tiers de services TIC, en fait, c'est des services numériques qui sont rendus au profit des entités financières. Eh bien, ces entités-là, ces prestataires, ces sous-traitants, eux, qui fournissent donc des services de data en clair ou des services numériques pour les entités financières, seront également soumis à Dora. Et pour que, là, ça a été conçu de manière plus compréhensible dans le régime Dora que dans le régime NIS V2. Vous êtes entité financière, le critère de seuil, sauf exception, c'est moins de 10 salariés, moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Donc, globalement, c'est tout le secteur financier qui devrait rentrer dedans. Vous êtes entité financière, sauf avoir le régime allégé de Dora, il y en a un dont je ne vous parle pas, mais ce régime allégé ne s'applique pas aux prestataires de services qui vont fournir des activités au profit des entités financières. Avec un troisième régime tout à fait particulier d'Andorra, sur lequel je n'insiste pas, qui sont des prestataires critiques au niveau de l'UE. Alors, ces prestataires critiques au niveau de l'UE, de services numériques, bien sûr, seront soumis à une réglementation directement édictée par la Commission de Bruxelles et seront soumis à une redevance obligatoire à payer au profit de Bruxelles. Voilà, je m'arrête là pour cet épisode, vous avez vu, qui est compliqué, difficile, une directive qui est difficile à manipuler, donc attendons le texte de transposition. Le prochain épisode, et là aussi je vous promets du sévère de cette série de vidéos plus BD, épisode numéro 4, les mesures techniques de cybersécurité qui seront à déployer. Voilà, d'ici là, questions, angoisses, problèmes numériques, n'hésitez pas à nous contacter. Je refais un coup de pub pour notre service d'audit flash. Vous n'imaginez pas la quantité de clauses nulles en droit que nous trouvons dans les contrats que nous auditons. On en est à une petite quinzaine en un peu moins de 3 semaines. Donc, on a de la littérature pas glorieuse. Allez-y, c'est sur technique et droit du numérique.fr. Adressez-nous vos docs. On vous répond sous 48 heures. Pardon de vous avoir un peu brutalisé avec tous ces critères barbares. Je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures autour de la directive NIS V2.